donc l'idée, c'est de vous présenter effectivement les droits à la formation. Alors vous venez de répondre à un petit sondage qui laisse entendre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je suis très agréablement surpris, qu'une majorité d'entre vous a déjà bénéficié de prise en charge, et vous avez une petite idée sur les droits que vous avez. Alors je vais essayer de vous les présenter. Alors, quel droit à la formation? En réalité, vous avez plus de droits qu'un salarié. Alors, ça peut paraître étonnant. Comment se fait-il qu'un indépendant ait plus de droits qu'un salarié? Je vais vous expliquer, c'est pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est que les indépendants peuvent cumuler deux dispositifs que je vais vous présenter. Et la deuxième raison, c'est que ce sont des fonds mutualisés, c'est-à-dire que vous cotisez tous en tant qu'indépendants qui facturaient, qui avaient une activité, et très peu de personnes, je le dis de manière un peu triviale, très peu de personnes tapent dedans. C'est-à-dire que ce fonds mutualisé qui a donc cumulé des sommes à décaisser, les organismes ont l'obligation de décaisser cet argent et il y a très très peu de gens qui tirent sur cet argent. Donc vous allez voir, pour ceux qui demandent une prise en charge, les prises en charge sont en définitive assez généreuses. Alors, quels sont ces deux dispositifs? La première famille de dispositifs, c'est ce qu'on va appeler les OPCO, les FAF. Alors vous allez voir que pour vous, en fait, c'est pas les OPCO, c'est les FAF, mais je les mets dans la même famille parce que c'est la même logique, et je vais vous présenter un petit peu ça. Le deuxième dispositif, c'est le CPF. Alors le CPF, c'est à la fois plus connu, normalement, mais c'est moins connu des indépendants, et pour une bonne raison, c'est que pour nous, indépendants, eh ben, c'est nouveau. Comme pour nos amis fonctionnaires, c'est nouveau, c'est depuis cette année, je vais y revenir. Alors, les OPCO, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pour les salariés, donc a priori, je ne vais pas m'étendre. Il y avait 20 OPCO, il y avait 20 OPCA, excusez-moi, il y a désormais 11 OPCO. On est plutôt sur une tendance à la fusion des organismes. Il y a une grosse réforme de la formation en cours depuis quelques années et qui a tendance à faire en sorte qu'il y ait moins d'interlocuteurs, moins d'acteurs. Donc voilà, aujourd'hui, il y a 11 OPCO. Donc pour vous, en tant qu'indépendant, a priori, ça ne vous concerne pas. Si votre boîte se développe et que vous avez des salariés, ce sera intéressant pour vos salariés. Si vous avez un statut un peu hybride, si vous êtes gérant salarié d'une entreprise, ça peut vous concerner, hein, donc c'est pour ça que je vous le présente quand même en quelques secondes. Il y a un site web qui s'appelle Trouver mon OPCO qui vous permet, en tapant votre code APE ou votre SIRET, de trouver l'OPCO dont vous dépendez. Ça peut vous aider, ça peut vous accompagner. Donc a priori, vous n'êtes pas concerné, vous, par les OPCO, c'est plutôt pour les salariés. Vous êtes concerné par les FAF. Les FAF sont les fonds d'assurance formation. Il y en a 4. Il y a l'AGFIS, il y a le FIFPL, il y a Vivea et le FAFCA. Alors, je ne vais pas vous présenter Vivea et FAFCA puisque je vais partir du principe que vous n'êtes pas concernés. Vivea, en gros, c'est pour les agriculteurs, donc c'est pour les travailleurs non salariés mais du secteur agricole. Alors, il y a des petites exceptions, hein. Peut-être que le hasard fait que l'un d'entre vous pourrait en être. Les paysagistes... voilà, donc Vivea, c'est pour les travailleurs non salariés du secteur agricole. Je vais partir du principe que vous n'êtes pas concerné. Alors, petite question, Armen. Oui, je t'en prie. Pierre, qui demande, est-ce qu'en tant que président de SASU avec salaire, il pourrait bénéficier et faire partie des OPCO? A priori, oui. C'est son comptable qui lui confirmera. De toute façon, c'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire c'est FAF ou OPCO. Ça ne peut pas être rien. Donc, si tu n'es pas dans l'OPCO, tu es dans le FAF. Si tu n'es pas dans le FAF, tu es dans l'OPCO. Donc, j'ai envie de dire, potentiellement, tu t'en fous. L'essentiel, c'est d'avoir une possibilité de prise en charge. Alors après, c'est ce qu'on va voir juste après, il y a des spécificités de prise en charge. Et donc, des fois, on peut accueillir comme une bonne nouvelle de dépendre pour la GFIS et une mauvaise nouvelle qu'on nous dise, ah ben non, finalement, tu dépends de l'OPCO. Et inversement, l'OPCO, des fois, est plus généreux que le FAF. Donc, c'est l'un ou l'autre. Normalement, un président salarié, c'est OPCO. Ok. Il peut y avoir encore une fois des exceptions assez mystérieuses, des fois qui relèvent presque de l'erreur, hein, de l'enregistrement initial, mais c'est à voir avec le comptable. Un salarié, c'est un OPCO. Donc un président salarié d'une SAS, normalement, c'est un OPCO. J'ai dans mes clients de nombreux dirigeants salariés de SAS. En général, on passe par l'OPCO. Je le confirme.
Donc, disais-je, l'IVA, c'est pour les agriculteurs, je ne vais pas trop zoomer dessus, et le FAFCA avec un C, c'est pour les artisans. Pareil, je ne vais pas forcément zoomer dessus, je pars du principe qu'a priori, ce n'est pas votre cas. Et le FAFCA a ses spécificités aussi. Donc, on va zoomer, si vous voulez bien, sur l'AGFIS et le FIFPL, qui a priori concerne la majorité d'entre vous. Je resterai disponible pour toute question, s'il y a des questions par hasard sur le FAFCA ou le VIVEA. Alors, l'AGFIS, c'est le Fonds d'assurance formation du commerce, de l'industrie et des services. Il y a 3 dispositifs. Le premier dispositif, c'est le dispositif classique de l'AGFIS. C'est pour des formations soit légalement imposées, soit des formations métiers. C'est une enveloppe de 1 400 € par an et par personne. Donc c'est déjà une enveloppe assez sympa, assez généreuse. Il y a une deuxième enveloppe qui est réservée pour les formations qui aboutissent sur une qualification reconnue. Et là, ça monte à 2 450 € par an et par personne. Donc si vous êtes indépendant et que vous dépendez de l'AGFIS, on a déjà 2 enveloppes, 1 400 ou 2 450 € par an et par personne. Il y a une troisième enveloppe qui s'appelle la mallette du dirigeant. Alors là, ne tombez pas de votre chaise. La mallette du dirigeant, c'est jusqu'à 7 000 € par an et par personne parce que c'est jusqu'à 20 jours de formation à 350 €. Donc 3 dispositifs sur l'AGFIS, formation classique 1 400 €, formation qui débouche sur une qualification c'est 2 450 € et la mallette du dirigeant c'est jusqu'à 20 jours à piocher dans un catalogue qui s'appelle mallette de formation de 1 à 3 jours en général. Un jour compta, 2 jours droit social, 2 jours marketing web et ainsi de suite. Et on peut comme ça se créer un parcours de formation jusqu'à 20 jours, 20 fois 350 € prise en charge, 7 000 € de prise en charge sur l'année. Alors, quand on dit prise en charge, ça veut dire prise en charge totale. Sur la mallette du dirigeant, les prix sont normés, vous ne faites aucune avance de frais, il y a une subrogation, l'AGFIS paye directement le centre de formation. Pour les 2 premiers dispositifs, c'est un tout petit peu différent. Ça ne vous coûtera rien, mais vous êtes supposé avoir payé et vous faire rembourser. Ça, en général, n'importe quel centre de formation sérieux acceptera que vous versiez un chèque de caution et qu'il ne l'encaisse que lorsque vous vous faites rembourser. Pour avoir ces droits-là, il suffit d'avoir cotisé à l'URSSAF, quel que soit le montant. Donc même si vous avez un chiffre d'affaires rikiki, à partir du moment où vous avez commencé à facturer, à partir du moment où vous avez commencé à cotiser à l'URSSAF, vous avez des droits à la formation. Pour l'AGFIS, figurez-vous, c'est assez étonnant. Ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai, parce que même si vous n'avez pas commencé à cotiser, eh bien, à titre dérogatoire, vous avez tout de même des droits à AGFIS. Et ça s'explique par ce que je vous disais précédemment, c'est qu'il y a tellement peu de personnes qui sont au courant des dispositifs que l'AGFIS a du mal à décaisser. Et donc, depuis quelques années, schématiquement, quelqu'un qui s'est immatriculé le lundi peut très bien le mardi faire des demandes à l'AGFIS alors qu'il n'a pas cotisé année N-1. C'est assez étonnant, c'est incroyablement avantageux, mais c'est le cas. Donc le site de l'AGFIS, vous le trouverez sur communication-agfis.fr, je précise puisque c'est pas agfis.fr et on pourrait tomber sur des sites qui ne relèvent pas de l'AGFIS. Alors, je précise des petites choses, des nouveautés potentiellement temporaires, mais sans rentrer trop dans les détails, que je prévois comme quasi définitives. Alors j'ai une petite question pour toi, Armen. Elisa qui demande qu'est-ce qu'il en est pour les micro-entreprises du coup? Tout dépend de ton code APE. L'AGFIS ou le FIFPL se fout que tu sois en micro, en auto, en SARL, en SASU. C'est pas leur problème. Okay. Tout leur problème, c'est le code APE. Suivant ton code APE, donc tu peux aller sur le site Trouver mon OPCO que je présentais juste avant. Tu tapes ton code APE et le site t'indique où tu appelles, il y a un numéro. Le numéro est payant, le site est gratuit. Tu donnes ton code APE, on te dit de quel OPCO ou de quel FAF tu dépends, mais le FAF, lui, se fout totalement de l'entité juridique que tu as. Tout ce qui lui compte, c'est ton activité. Donc on aura droit exactement au même montant que peu importe ma forme juridique. Exactement la même chose. Tu es patron d'une SARL qui relève de l'industrie et qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires
ou tu es chauffeur Uber Eats qui facture 800 euros par mois, tu as exactement les mêmes droits. Ce n'est pas du tout proportionnel à ton revenu, à ton chiffre d'affaires, à ton salaire. C'est binaire. C'est tu as droit ou tu n'as pas droit. Ok. Alors, question de Salah qui dit qu'il semblerait que les dirigeants non salariés d'une SASU ne peuvent pas bénéficier de l'AGFIS. Alors, c'est une question. C'est ce qu'on vient de dire. C'est que s'il est... alors, s'il est dirigeant d'une SASU, normalement, il a un statut de salarié. Mais s'il est non salarié, normalement, il dépend de l'AGFIS. Donc, c'est ce que je dis. Ça, il faut clarifier avec le comptable. Ce qui est certain, vous ne pouvez pas dépendre d'aucun des deux. C'est pas possible. Vous dépendez de l'un ou de l'autre. Et c'est pour ça que je vous disais, ça, c'est à voir avec le comptable. Les dirigeants de SASU, le mot n'est pas... Alors, si je dis un joli mot, je vais dire c'est hybride. Si je dis un vilain mot, je vais dire c'est bâtard. C'est un statut totalement intermédiaire. C'est un petit peu la pièce à pile ou face qui est tombée sur la tranche, vous voyez. Et donc, suivant ce qu'on a vu avec son comptable, suivant la manière dont on s'est déclaré, suivant qu'on soit minoritaire ou majoritaire, je ne peux pas vous faire une réponse affirmative, tu es d'un côté ou de l'autre. La seule réponse que je peux vous dire, c'est tu es forcément d'un côté ou de l'autre. Tu ne peux pas être nulle part. Donc, il peut y avoir au départ à l'enregistrement, au statut de l'entreprise, un choix qui peut-être n'est pas le bon, mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas être nulle part. Alors, pour sur la partie comptable, petite précision, effectivement, lorsqu'on va créer votre SASU, si vous avez Pôle emploi par exemple, étant donné que vous n'aurez pas de rémunération, donc vous ne payez par exemple pas de droit à la formation en tant que tel c'est une taxe qu'on paye sur votre rémunération. Tout à fait. Dès lors que vous aurez de la rémunération, donc vous serez affilié à la caisse, donc au régime général, et là, vous aurez des taxes liées à la formation qui vous offrent des droits. Exactement. La contribution dont tu fais allusion s'appelle la CFP, contribution formation professionnelle. C'est, je sais plus, 70-80 euros. C'est un truc forfaitaire assez minime. C'est ça. Complètement décorrélé de la rémunération. Je suis dirigeant, je prends 10 000 euros par mois, ou je suis auto-entrepreneur, je réussis à faire 1 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est pareil. Je n'ai pas du tout la même cotisation URSSAF, qui elle est totalement proportionnelle à mon revenu. Par contre, cette petite cotisation, elle est forfaitaire. C'est pour ça que je disais que c'est étonnamment généreux, parce que c'est mutualisé. Tout le monde verse son 75 euros, on va dire. Et ensuite, cette cagnotte, elle est divisée par le nombre de personnes qui demandent statistiquement. Et donc chaque année, l'AGFIS ou le FIFPL réajuste et dit voilà, cette année c'est 1400, cette année c'est 2450 et ainsi de suite. Alors ça me fait une transition vers le réajustement. Nous sommes en novembre 2020, nous sommes en plein confinement, jusqu'à la fin de l'année pour l'AGFIS et jusqu'à nouvel ordre. Regardez le premier encart sur le 1400 euros net, c'est 3500 jusqu'à la fin de l'année, c'est pas 1400. Le deuxième, c'est aussi 3500. Le troisième, ma lettre du dirigeant, c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Donc jusqu'à la fin de l'année, pour ceux qui relèveraient de la GFIS, en dehors de la mallette du dirigeant, c'est une très bonne nouvelle, c'est qu'ils ont augmenté de manière assez spectaculaire le plafond. Donc pour comprendre, ça veut dire il y a des sous, on n'en a pas décaissé assez, aidez-nous à décaisser, demandez des formations. Mais en parallèle, c'est aussi une redirection des sous de la mallette du dirigeant. La mallette du dirigeant étant incroyablement avantageuse, 7 000 euros. Lors du premier confinement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais lors du premier confinement, il y a eu des abus massifs sur la mallette du dirigeant, sur la version e-class, sur la version distancielle, où il y a eu a priori une quantité assez conséquente de formations probablement fictives. Donc là, l'AGFIS, jusqu'à nouvel ordre, a fermé le robinet de la mallette du dirigeant et du coup a redirigé ses fonds sur les deux dispositifs classiques. Donc au moment que je vous parle, on en est là, au moins jusqu'à fin décembre 2020, probablement jusqu'à mars 2021, parce que c'est à ce moment-là où il relance l'appel d'offres mallette du dirigeant qui devrait être remanié. Mais donc voilà, sans rentrer trop dans les détails, si vous dépendez de l'AGFIS, vous avez deux possibilités de financement et qui est aujourd'hui à ex aequo que la formation soit qualifiante ou pas.
J'entends des petits pops. Est-ce qu'il y a des petites questions sur la GFIS encore? Non, c'est Laura qui nous disait que grâce à ton webinar, la GFIS va du coup certainement beaucoup décaisser à l'issue du webinar. C'est l'objectif, hein. Allez-y. Non, mais il faut comprendre effectivement à quel point ça étonne nos clients. Ce que je disais en préparant ce webinaire, nous, on a 5000 stagiaires depuis le début de l'année. Une grande majorité sont des salariés ou des dirigeants qui appellent pour leurs salariés ou des RH, peu importe. Mais quand on a des indépendants, souvent ils appellent et ils commencent un petit peu par s'excuser. Alors par contre, attention, comme j'ai pas de budget, comme j'ai pas de prise en charge, je vous expose mes besoins et puis après, suivant le montant de votre devis, on verra un petit peu à quoi on le ramène. Et en fait, on leur dit, mais pas du tout, déjà vous excusez pas et puis vous avez des droits. Ah bon, on a des droits. Et quand on leur présente les droits, ils sont totalement hallucinés et ils ont l'agréable surprise de, en général, pas payer leur formation et surtout de voir que ça se reboot chaque année. C'est-à-dire qu'imaginons, l'un d'entre vous dépend de la GFIS, il me contacte, on fait une formation à 3 500 € fin décembre, au 1er janvier, il peut en demander une autre, puisqu'on sera en 2021. Ça, c'était la GFIS. Peut-être certains d'entre vous sont concernés. D'ailleurs, répondez, tiens, dans le petit chat, dites à GFIS si vous êtes certain d'être concerné par la GFIS. Alors, en attendant les réponses, il y a une question de Pierre. Avons-nous le choix des organismes de formation? Alors non, camarade, a priori, ton code APE en général est d'un seul côté. Vous verrez si vous allez sur le site Trouver mon OPCO. Je vais le mettre dans le chat, ce site. Voilà, il y a pas mal de codes APE où la réponse sera X ou Y. Donc ça peut donner l'impression qu'on a le choix. En général, c'est plus sur le statut que sur l'activité. C'est-à-dire si tu es salarié ou pas, si tu es artisan ou pas, en fait. Il y a certains métiers, certaines exceptions que tu peux faire en artisan ou en auto-entrepreneur, par exemple, ce qui fait grincer les dents beaucoup d'artisans. Si tu as choisi le statut artisan, tu es au FAFCA. Si tu le fais en auto-entreprise, tu es au FIFPL ou à la GFIS, par exemple. Donc, c'est par rapport à ton code APE et ton statut. Ça aussi, c'est à voir avec ton comptable. Mais sur les grands cas classiques, normalement, tu dépends d'un financeur naturel. Alors, il faut comprendre aussi que le financeur naturel, c'est assez technique, mais c'est des négociations de syndicats interprofessionnels et ainsi de suite. Et ça veut dire que ne pas être affilié à son financeur naturel, c'est courir le risque peut-être de passer à côté d'enveloppes qui ont été spécifiquement conçues pour notre métier. C'est pour ça qu'il vaut mieux être dans l'écosystème le plus cohérent. Si je suis, vous allez le voir, je pense que c'est la majorité d'entre vous qui dépendent du FIFPL. Si je suis infographiste, si je suis web designer, mon FAF, c'est le FIFPL. Mais il y a des enveloppes spécifiques avec des prises en charge un petit peu musclées sur des thématiques de formation qui sont particulièrement pertinentes pour mon métier. Donc si je ne dépends pas du FIFPL, je risque de passer à côté d'enveloppes qui étaient assez sexy pour financer mes besoins en formation. Alors le FIFPL... Alors, juste avant, j'ai encore quelques questions. Alors, déjà, on me demande les slides, est-ce qu'elles seront disponibles? Ahmed, je pense qu'effectivement, tu vas pouvoir nous les transmettre. Oui, avec plaisir, et vous verrez, elles seront cliquables. Parfait. Donc ça, je vous mets une adresse mail. Vous aurez également les coordonnées d'Armen à la fin du webinaire. Donc, vous passerez soit via l'adresse webinaire que je vous ai mis dans le chat, soit avec les coordonnées d'Armen que je vous transmettrai tout à l'heure. Alors, j'ai d'autres questions. Le choix des formations nous est imposé. Donc ça, tu as déjà répondu. Non, il n'est pas imposé du tout. Ça sera en fonction des statuts. Ouais. Alors, si je reviens un tout petit peu précisément, sur les deux premières cases là, de la GFIS, ça n'est pas soumis à appel d'offres. Ce ne sont pas des centres de formation spécifiquement conventionnés à GFIS. Il faut que la formation rentre dans les cases de la GFIS. Donc sur l'enveloppe qui était à 1004, c'est des formations métiers ou transversales. Sur des formations, donc j'en sais rien moi, tu es coiffeuse, tu dépends de la GFIS et tu demandes une formation chignon de mariée, ça peut rentrer dans les 1400. Si ta formation elle est qualifiante, si c'est un CQP coiffure de mariée, ça peut être 2450. Voilà. Donc, mais ça ne doit pas figurer sur un catalogue présélectionné à GFIS. Par contre, sur la formation sur le catalogue maladie du dirigeant, oui. Il fallait gagner un appel d'offres. Par exemple, Perspective, mon groupe est titulaire de tous les lots. Et donc, chez nous, quand un client nous contacte, il peut prendre le lot qu'il veut, puisqu'on les a tous. On les a tous gagnés. Et par contre, il contacte un autre centre de formation, il peut ne pas du tout être titulaire
de cet appel d'offres. Donc, le client ne pourrait pas acheter la mallette du dirigeant, si j'ose dire. Sur le FIFPL, ce que je disais, c'est que suivant ton métier, tu vas avoir une liste. Déjà, vous allez voir, je vais vous le présenter dans 15 secondes, vous allez avoir des montants de prise en charge qui vont varier suivant les métiers. Alors, vous avez vu, la GFI, c'était quel que soit votre métier, vous avez des droits qui sont les mêmes. Le FIFPL, c'est très différent. Par code APE, il y a des montants de prise en charge plus ou moins généreux, qui oscillent grosso modo entre 450 € par an pour les plus mal lotis et 1400 € par an pour les mieux lotis, entre 400 et 1400 € par an. Derrière ce montant annuel, il y a un tarif journalier aussi qui va varier, maximum, entre 160 pour les plus mal lotis et 400 € par jour pour les mieux lotis. Donc vous allez voir, il y a une liste précise, je vais vous présenter cela. Je t'ai interrompu, je crois que tu avais une fin de question. Mais je pense que c'est répondu. Gabriel, dites-moi si c'est bon pour vous avec la réponse que vient de nous proposer Armen. Après, j'ai une question un peu plus personnelle de Salah qui nous demande, en fait, elle veut faire une formation de 22 000 €. Oui. C'est un master. Est-ce qu'elle peut bénéficier d'une prise en charge partielle? Oui, bien sûr. Ah oui. Si tu fais une formation type MBA, puisque 22 000 en général c'est un MBA, je te laisse confirmer dans le chat. Voilà, je m'inscris à HEC, à une belle formation MBA en stratégie ou je ne sais quoi, on va me sortir un bon 22 000 balles. Je peux très bien la présenter au FIFPL ou à la GFIS. Ils financeront dans le maximum de leur barème, donc en moyenne 900 balles par le FIFPL. Et 2000 et quelques, là 3500 en ce moment avec la GFIS. Alors j'ai envie de dire, c'est toujours bon à prendre. Alors, j'y répondrai juste après. Relance-moi sur cette question quand je vais parler du CPF. Parce que pour le CPF, ce sera différent. Et on peut avoir un financement intégral, même jusqu'à presque 22 000 €. Ok, alors petite précision de ma part, dans la question de Salah, il y avait aussi l'aspect lié à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire une déduction. Alors, il faut savoir que lorsque vous faites des formations, vous avez, je vais te laisser répondre Armen. Non, vas-y. Je vais prendre la casquette comptable, mais il n'y a pas de souci. Vous avez effectivement du crédit d'impôt. Donc en fonction du nombre d'heures de formation réalisées, donc c'est jusqu'à 40 heures par an. Voilà, c'est-à-dire, et même sur de l'impôt sur le revenu, même, si on le paye en direct. Mais en gros, ça c'est la version lot de consolation, c'est la version tu n'as pas bénéficié de financement ou tu as eu un financement partiel. Sur la partie payée de ta poche ou par ta boîte, tu as un crédit d'impôt. C'est tout à fait sympathique, c'est toujours bon à prendre. Et c'est vrai que des fois on ne le sait pas, et puis on a payé de sa poche une formation, alors c'est rarement 22 000 €, mais je ne suis pas choqué par ce prix-là sur les formations de type MBA. Mais voilà, je me suis fait une petite formation à 800 €, approfondissement Photoshop. J'avais pas de prise en charge, ou je ne savais pas que j'avais prise en charge. Je l'ai payé de ma poche. C'est 800 €. Si tout va bien, ils vont pas nous coûter tout à fait 800, parce qu'on va peut-être en déduire une partie, soit de notre IS, soit de notre IR. Mais ça, pareil, c'est à voir avec le comptable, normalement avec plaisir. Alors, sur le FIFPL, donc, disais-je, le site du FIFPL, voilà l'adresse, fifpl.fr, vous pouvez vous y rendre. Je vais approfondir un petit peu. Le FIFPL, il y a une partie, qui est la partie FIFPL/profession libérale, ainsi de suite, je vous ai mis l'URL, où vous allez sélectionner votre code NAF. Et donc, vous allez partir de votre code NAF que vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, regardez sur Infogreffe ou sur société.com, sur votre cabis, si vous demandez à votre comptable, vous avez un code NAF qui vous donne la famille dans laquelle votre métier se situe. Alors, j'ai pris 3 exemples de manière tout à fait aléatoire. Imaginons que je suis graphiste, donc mon code NAF 1813Z. Je vais sur ce petit menu déroulant, je rentre, et parmi l'export, il y a un gros PDF, je vous ai mis juste un petit zoom. On me dit, pour toi, graphiste, pour toute formation qui est liée à ta pratique professionnelle, tu as droit à 300 € par jour, limité à 900 € par an. Donc attention, c'est une double règle. Si je trouve une formation à 600 balles, mais qui dure qu'une journée, le FIFPL, malheureusement, ne vous paiera que 300 € parce qu'il ne veut pas payer plus que 300 € par jour. Si par contre, cette formation de 600 €, elle est de 2 jours, je pourrais avoir un financement total. Si la formation coûte 700 € pour 2 jours, le FIFPL ne rejettera pas, mais il paiera que 600 et vous devrez payer de votre poche les 100 € supplémentaires. Pour le FIFPL, il n'y a pas de subrogation. Je vais parler français, ça veut dire le FIFPL ne paye pas le centre de formation à votre place. Le FIFPL vous rembourse. C'est comme la GFIS. Donc ça veut dire qu'a priori, si je suis graphiste, je m'inscris à une formation Photoshop à 600 €,
J'ai envoyé un chèque au centre de formation. Normalement, je lui ai demandé, sois gentil, ne l'encaisse pas, donne-moi 45 jours à peu près. Et puis, c'est une affaire de négo, hein, et en général, ils acceptent, puisqu'ils connaissent, ils savent que les indépendants, si on ne leur permet pas cette souplesse, beaucoup ne peuvent pas décaisser l'argent, même s'il leur est remboursé. Et ensuite, vous envoyez la facture au FIFPL qui vous rembourse. Pour les comptables, par exemple, c'est aussi 900 €, mais vous avez vu, c'est plafonné à 250 € par jour. C'est différent. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ça doit être un calcul très savant entre les représentants de comptables, les syndicats de comptables. Et puis, il y a des thématiques qui sont préférentielles. C'est des thèmes prioritaires. Alors, je ne vous ai pas mis encore toute la fiche, mais c'est-à-dire derrière les thèmes prioritaires, il y a des thèmes secondaires sur lesquels ils sont moins généreux ou sur lesquels, en fin d'année, ils peuvent vous dire « Désolé, il n'y a plus de sous, reviens l'année prochaine ». Et dans les thèmes prioritaires, il y a des formations gestion de la qualité, formations diplômantes dans le cadre des formations prioritaires, et ainsi de suite. Si je prends un autre exemple, conseil en système informatique, je suppose qu'il y en a dans notre auditoire aujourd'hui, c'est 1 400 € par an et limité à plafonner à 350 € par jour. Et il y a encore, vous avez vu, plein de thématiques comme les langues étrangères. Pour les comptables, si vous regardez, c'est rigolo, il y a marqué langue européenne. Hein, sous-entendant que si la formation que tu veux faire est une langue extra-européenne, c'est pas intéressant. Donc un comptable peut pas se financer du chinois. On va considérer que c'est pas prioritaire. Il est peu probable que ça lui serve dans son métier. Alors que conseil informatique, on va dire, si tu veux faire du chinois, fais-toi plaisir. Donc l'idée, c'est vous allez sur le site du FIFPL, vous avez un petit menu déroulant où vous téléchargez via votre code APE vos critères de prise en charge à vous, rien qu'à vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique-là? Est-ce que vous confirmez, notamment dans le chat, qu'a priori vous dépendez du FIFPL, c'est-à-dire c'est la logique plus des professions intellectuelles notamment, elles y sont quasiment toutes, là où sur l'AGFI c'est plutôt les commerçants et l'industrie. Est-ce qu'on a quelques petites questions sur le FIFPL? Alors, je vois qu'il y a des questions en cours. Alors, entre-temps, en attendant que les questions arrivent, j'ai Laura qui nous dit qu'elle a été sur Trouver mon OPCO. Ouais. Par contre, on ne propose que des OPCO pour les salariés, pas de FAF. Non, tu as aussi, il faudra prendre 2 petites minutes, mais il y a aussi la liste des FAF dans un menu en haut à gauche, et même dans l'onglet de recherche, on peut très bien, quand on tape le code APE. Et je sais que l'onglet FAF est en cours de refonte. Alors, Laura dit yes, j'ai trouvé. Nickel. Alors, on a Nicolas qui nous dit qu'il est enregistré à la GFIS. Et Hélène qui nous dit qu'a priori, étant coach, elle pense qu'elle sera affiliée au FIFPL. Totalement. Son code APE, ça doit être probablement 8559A ou 8559B ou 7022Z. C'est ça. Je ne connais pas tous les codes APE par cœur, je vous rassure, je ne suis pas totalement taré. Mais c'est ceux de mon domaine, donc je les maîtrise. C'est bien ça, on les voit pas mal aussi. Voilà, et en général, du coup, c'est FIFPL. Alors, des petites infos méconnues aussi du FIFPL, pas assez utilisées, et qui sont dans les bas-fonds des critères de prise en charge spécifiques à chaque code APE. Si vous êtes sollicité pour participer à des jurys, notamment dans des écoles, des jurys de VAE, des jurys d'examen, vous demandez à l'école en question une attestation de présence et le FIFPL vous paye en général 150, 200, 250 € par jour. En général 1 à 2 jours par an, mais c'est toujours ça de prix. On est souvent, les indépendants que nous sommes, sollicités par des écoles. C'est souvent des moments assez sympathiques, qu'on fait à la fois parce que c'est des moments sympas, on aide des étudiants, et puis parce que ça nous met un pied dans la porte d'une école. Mais il y a des fois des écoles qui ne payent pas. Hein, ils vous payent un sandwich et on est censé dire merci. Bon, après, libre à chacun de le faire 1 ou 2 jours par an. Je vous déconseille de le faire 40 jours par an, on est gentil, mais il ne faut pas exagérer. Bon, sachez que le FIFPL peut vous indemniser parce que vous avez pris de votre temps pour être sur des jurys. Pareil, vous pouvez indiquer dans le chat si certains l'ont déjà fait, d'être jury dans une école, sans savoir que, en fait, ils pouvaient tout à fait avoir un petit financement de la part du FIFPL.